minutes. Donc bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau cycle de webconférence, cette fois-ci en nutrition. Hop, j'avance. Normalement, c'est ça. Donc moi, je suis Émilie Dissoubré, je suis responsable marketing chez Osalia et au nom d'Osalia, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Donc cette conférence aujourd'hui en nutrition, enfin ce nouveau site, pardon, de webconférence en nutrition est avec le docteur Maud Clavel. Donc bonjour Maud. Bonjour Émilie et bonjour à toutes et à tous. Et donc Maud, je me permets de te présenter. Donc tu es vétérinaire dédié à la nutrition canine et féline. Tu as un CES diététique canine et féline. Et donc aujourd'hui, sur cette première webconférence, tu vas nous parler des rations ménagères dans le cas de cas cliniques canins. Et la prochaine fois, on parlera des cas cliniques félins. Donc avant de te laisser la parole, je vais prendre quelques minutes pour en profiter, pour vous présenter notre actualité, notamment notre actualité nutrition avec le lancement de la gamme Osalim. Donc Osalim, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'Osalim. C'est une nouvelle approche segmentée, euh, lisible et accessible pour équilibrer toutes les rations ménagères et mixte des chiens. Et donc vous avez quatre références dans la gamme. Vous avez deux formules qui sont physiologiques, donc pour des animaux qui sont en bonne santé, Osalim Physio Plus, Osalim Senior Plus, donc Physio Plus jusqu'à 8 ans chez les femelles gestantes et allaitantes et chez les chiots et chatons en croissance, et les Senior Plus, donc c'est sans phosphore à partir de 8 ans pour les seniors. Et vous avez également, et ça c'est vraiment l'innovation que vous pouvez avoir par rapport à l'offre actuelle, des formules spécifiques. Donc Maud va vous en parler justement tout à l'heure. Osalim Digest Plus pour les problèmes, les troubles digestifs. Et Osalim Skin Plus pour soutenir la peau, et notamment dans le cas de troubles. Donc, Osalim, c'est toujours une même base de formule, 11 vitamines, 10 minéraux et oligo-éléments, 2 acides aminés, et c'est en quoi c'est ce qu'on appelle un complément minéral vitaminé pour équilibrer les rations ménagères, mais avec la spécificité qu'on a enrichi chacune des formules avec des nutriments spécifiques pour vraiment convenir à chaque besoin, à chaque étape ou à chaque situation clinique. Pour donc Osalim, la gamme Osalim, vraiment notre credo c'est équilibré avec simplicité. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, vous avez des packaging qui ont été conçus pour faciliter le conseil, la prescription, mais aussi l'utilisation par le propriétaire. Vous avez vraiment les noms des formules qui sont en lien avec le besoin du patient, la cible patient que vous avez. Vous avez un packaging attractif qui est séduisant. Ça, c'est du bénéfice en plus supplémentaire. Vous avez un arôme levure qui permet de faciliter la prise. Et surtout, vous avez l'explication du mode d'emploi directement sur le pack pour bien expliquer aux propriétaires comment faire derrière. C'est une gamme qui est conforme à nos engagements RSE chez Osalia, donc fabriquée en France avec des deuil packs 100% recyclables. Nous avons supprimé la cuillère doseuse qui est à l'intérieur du sachet, puisque en fait le propriétaire va de toute façon peser sa ration, donc il va aussi peser son CMV, et qu'on sait que qu'une cuillère rase, c'est l'équivalent à peu près plus ou moins de 5 grammes, qui est la dose qui est à donner pour 100 à 150 grammes de viande, œuf ou poisson. Voilà. Et enfin, donc je vous le disais, voilà, c'est pratique à utiliser. Et on a aussi, avec l'aide de Maude, développé des supports, notamment vidéo digitaux, qui permettent d'expliquer au propriétaire comment préparer sa ration ménagère. Donc on vient accompagner le propriétaire jusqu'au bout de la réalisation de ses recettes. J'en ai fini avec d'avoir pris la parole et je vais laisser la parole à Maude qui va vous parler cas clinique et nutrition ration ménagère. Hop, et- Merci Émilie. et on voit bien. Alors, vous voyez mon écran? Oui. Parce que moi, je ne le vois pas. Ah, Alors, pourquoi je ne le vois pas? Si je fais ça, parfait, je le revois. Alors, tout d'abord, un petit challenge qu'on m'a confié aux Alias, c'était de vous parler de ration ménagère en moins d'une heure.
Donc, on n'aura bien sûr pas le temps de voir toutes peut-être les questions, les interrogations que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et puis on prendra quelques minutes à la fin pour y répondre. Et si toutefois on n'a pas le temps, parce que je parle toujours beaucoup trop, je vous y répondrai personnellement ou on vous fera un communiqué avec l'ensemble des réponses qui pourront rendre service à tout le monde. L'objectif aujourd'hui, c'était parler ration ménagère. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les indications intéressantes chez le chien pour cette série-là? On reparlera bien sûr des intérêts chez le chat la prochaine fois. Et puis, c'était surtout mettre en évidence cette possibilité de prescrire une ration ménagère quand l'animal est malade, ce qui fait partie des patients que l'on voit préférentiellement. Et puis, pour mettre en lumière effectivement ces différents produits de la gamme Osalim qui vont répondre plus spécifiquement aux problèmes diététiques de pathologie chez le chien. Alors, comme j'aime bien parler de chiffres dont je connais la source, je suis en train de poser des petites questions à mes patients, chiens et chats. Et la première question que je leur pose, c'est quelles sont leurs habitudes alimentaires. Donc, je vous partage les premiers résultats où on voit effectivement eh bien, cette part, hein, si on ajoute la ration ménagère et le bar, on aura l'occasion d'en rediscuter, sont pour moi le même type d'aliments, eh bien, on se rend compte que ça commence à représenter une certaine quantité de patients, une représentation de nos patients. Donc, n'hésitez pas aussi à poser la question. Euh, Comme vous le savez, hein, comme moi, beaucoup de nos patients, surtout les petits chiens, vont être en ration ménagère faite par la propriétaire, par le ou la propriétaire, sans forcément avoir eu au préalable une prescription. Donc, c'est toujours intéressant de toute façon d'avoir cette enquête alimentaire au début de votre consultation pour adapter votre prescription alimentaire par la suite. Petit rappel sur les différents besoins nutritionnels chez le chien. Bien évidemment, on va calculer pour chacun d'entre eux leurs besoins énergétiques d'entretien et leurs besoins énergétiques, on en reparlera tout à l'heure, qui représentent la quantité d'énergie en calories à apporter par jour pour optimiser le bon fonctionnement physiologique de votre patient. Pour ça, on va couvrir l'ensemble des 3 macronutriments, donc protéines, lipides, glucides, qui apportent de l'énergie, mais pas que. Mais n'oubliez pas non plus toute la partie micronutriments, avec l'eau, bien évidemment, mais ces micronutriments qui vont être indispensables au bon fonctionnement de l'ensemble des cellules de l'organisme. On l'oublie trop souvent, le propriétaire aussi dans la ration, parce que finalement, ne pas mettre de viande dans sa ration ménagère, bah, ça sera à peu près inconcevable pour le propriétaire. Les micronutriments, autant vous dire que ça ne leur parle pas du tout et ils n'en voient pas l'intérêt. Donc, assez souvent, on a quand même ces rations ménagères, ce sera la prochaine étude, pour savoir quelle est la proportion de rations ménagères déséquilibrées pour lequel il manquerait l'un de ces différents nutriments. Cette ration ménagère, elle est faite pour qui? Pour les chiens ou pour les chats. Aujourd'hui, on parlera préférentiellement des chiens. Pour tous les stades physiologiques, que ce soit l'animal en croissance, l'animal adulte ou l'animal senior. Alors, j'ai mis des petites croix sur l'animal senior parce qu'un des avantages, on va reparler de cette ration ménagère humide, c'est que chez l'animal senior, on va avoir à la fois des besoins en hydratation qui vont être supplémentaires. Chez le chien, on peut avoir de la maladie rénale chronique, moins fréquente que chez le chat, des problématiques de constipation, des problématiques de mastication. Donc, l'intérêt d'une ration humide pour ces animaux seniors est grandissante avec l'âge. On peut bien évidemment proposer une ration ménagère pour des animaux en bonne santé, à chacun des stades physiologiques, mais également lors de différentes pathologies. En effet, quand on a plusieurs pathologies, il arrive assez souvent d'ailleurs qu'il y ait des oppositions nutritionnelles entre, par exemple, la prise en charge d'une maladie rénale chronique sur des stades avancés où on aura tendance à limiter la quantité de protéines, et puis votre patient, en plus, il développe une affection tumorale. On n'a pas de bol, parce que ça fait quand même du coup 2 affections, donc il a de bonnes chances malheureusement de diminuer son espérance de vie, mais bon, pour lequel le catabolisme protéique dans cancérologie est très important, et on aura plutôt tendance à apporter une alimentation riche en protéines. Donc parfois, on n'arrive pas à trouver le bon compromis nutritionnel pour couvrir l'ensemble des problématiques à prise en charge nutritionnelle. Parfois, c'est possible, mais c'est plus difficile et l'aliment industriel ne va pas pouvoir répondre à l'ensemble
les différentes pathologies. Donc la ration ménagère est une option qui vous permettra de couvrir l'ensemble de ces problématiques à prise en charge nutritionnelle. Puis vous le savez comme moi, parce que ça fait 10 ans maintenant que les propriétaires se posent beaucoup de questions en matière de nutrition, ce qui est plutôt chouette, puisqu'ils s'intéressent à la santé et au bien-être de leurs animaux de compagnie. Et parce que il y a 10 ans est sorti les émissions autour des croquettes toxiques, eh bien ils se tournent vers des solutions qu'ils estiment plus naturelles, pour lesquelles aussi, que ce soit la ration ménagère ou le BARF, il y a une vraie volonté de s'impliquer dans l'alimentation, de participer activement finalement à ce bien-être de leurs animaux. Et ça, c'est plutôt très valorisant. Donc c'est important d'être à l'écoute de cette demande aussi des propriétaires. Alors, cette ration ménagère, elle a des avantages, elle a aussi des inconvénients, on ne va pas se le cacher, on en reparlera tout à l'heure. Les avantages, le premier, c'est l'appétence. Alors, c'est sûr qu'une gamelle avec de la viande, en général, ça plaît aux chiens, ça plaît aux chats. Par contre, si dans cette ration, on doit mettre moins de viande, pour des problématiques pathologiques, là, elle devient éventuellement moins appétente. Je vous apporte aussi votre attention sur ces notions d'appétence. Un animal qui, j'ai souvent en référé, il veut plus manger ses croquettes, il faut lui proposer une ration ménagère. Attention, un animal qui mangeait bien son aliment jusque-là et qui ne veut plus le manger, c'est pas parce que l'aliment est devenu moins appétant, c'est que l'animal a moins d'appétit. D'accord? Donc ne tombez pas non plus dans le travers de je propose une ration ménagère parce que l'animal a moins d'appétit. Si votre patient a moins d'appétit, c'est jusqu'à preuve du contraire, il y a peut-être aussi une pathologie qui évolue sous-jacente. Le gros avantage par rapport à un aliment industriel sec, c'est le taux d'humidité d'une ration ménagère, qu'on est à peu près à 80%, ce qui fait qu'on a une diminution aussi de la consommation d'eau de boisson en parallèle, mais globalement, en particulier chez le chat, les études ont montré qu'un animal qui mange une alimentation humide, même s'il boit un petit peu moins, au global, il absorbe beaucoup plus d'eau par voie orale qu'un animal qui mangerait 100% d'un aliment sec plus l'abreuvoir. Donc très intéressant là aussi dans la prise en charge de certaines affections pathologiques. On va pouvoir choisir la qualité des matières premières. Et là encore, la ration ménagère est avantageuse quand on utilise des matières premières de bonne qualité. Alors les restes du boucher, la viande ou les packages de viande achetés sur des sites internet bien connus aujourd'hui, attention à la qualité. D'accord ? C'est pas parce que l'intention est bonne de faire une ration ménagère qu'elle est forcément toujours bien réalisée par le propriétaire. Un gros avantage, et vous allez le voir tout à l'heure sur les cas cliniques, c'est que c'est le seul aliment qui peut ne pas contenir du tout de glucides, puisque clairement, on va choisir les ingrédients et les quantités. Alors, vous les prescripteurs, bien évidemment, pas le propriétaire. Et donc, dans certaines indications, on va pouvoir se séparer de certains macronutriments, en particulier les glucides, qui ne sont pas un besoin essentiel chez le chien ni chez le chat. Grosse donc différence avec l'aliment industriel. Alors, petit comparatif, aliments industriels, le petit combat de chef entre la ration ménagère et les aliments industriels. Point plus négatif de la ration ménagère, c'est l'aspect effectivement écologique. Ils en parlent beaucoup aujourd'hui de ce côté durable de l'alimentation et du pet food, en disant qu'effectivement sur l'aliment industriel, valorisant du coup des matières premières non valorisées dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire humaine, vont permettre de travailler et de ne pas jeter ces sous-produits. Mais il est quand même possible de faire une ration ménagère écologique en allant chercher des matières premières qui ne seront peu valorisées, en particulier le cœur comme source de protéines, qu'on mange quand même assez peu dans notre alimentation en humaine. Donc il y a quand même moyen de faire des compromis sur la qualité et le côté durable de cette ration ménagère. Le gros problème, c'est le non-respect de la recette. Quand vous avez écrit 100 grammes de poulet, il vous transforme ça en 100 grammes de steak haché, puis ça devient vite 100 grammes de reste du boucher. Et donc, cette ration ménagère, quand vous allez la prescrire, il va falloir la suivre dans le temps pour s'assurer que l'animal suive bien, reçoive bien la couverture de leurs besoins nutritionnels. Ça va donc vouloir dire aussi de l'implication de votre part. Alors, on a quand même des propriétaires qui font ça plutôt bien, mais il y en a quand même pas mal qui font ça pas très bien. Comme du coup, on a quand même un coût qui est assez élevé sur la ration ménagère quand elle est qualitative avec des produits de qualité,
Le complément minéral vitaminé faisant partie d'un des ingrédients de cette ration. Comme c'est une poudre, et puis qu'ils n'ont pas trop compris l'intérêt des micronutriments, ils ne voient pas trop à quoi ça sert, et bien des fois c'est le premier élément qui saute de la ration. On se retrouve donc avec une ration ménagère complètement déséquilibrée, des quantités d'ingrédients variables, hein, ils vont nous enlever de la viande, mettre 2 fois plus de riz, parce qu'effectivement ça coûte moins cher et souvent pas de CMV. Donc attention. Mais à l'inverse, on a aussi ces aliments industriels dont on ne connaît pas toujours la valeur nutritionnelle. Vous avez dans la composition analytique des notions quantitatives, mais jamais des notions qualitatives, et en particulier sur l'aspect des protéines. C'est ce qui nous intéresse en général le plus, puisque c'est sur ce nutriment-là qu'on va pouvoir avoir des fois des qualités qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Clairement, on l'a vu, hein, on a un certain nombre de nos clients qui refusent l'aliment industriel pour le côté justement industriel, lobbying, etc. Et qui, de toute façon, que ça nous plaise ou pas, on va être aussi dans l'obligation, en tant que soignant, de les accompagner pour proposer à leurs animaux une alimentation que le propriétaire accepte de distribuer, d'acheter et de distribuer, et que l'animal, bien sûr, accepte de manger. Parfois, on entend souvent dire typiquement le Yorkshire qui ne mange pas de croquettes. Hein. Je pense à un chien qui n'a pas de problématique avec l'aliment industriel sec, c'est le propriétaire qui a une problématique et qui va trouver que son animal est difficile et qu'il lui faut absolument une ration particulière, exceptionnelle. Et donc là, c'est plutôt problématique comportementale du propriétaire. Et puis parfois, parce qu'ils estiment que l'aliment industriel peut être coûteux. Donc là, on a pour le coup une différence de gamme de prix importante, mais de qualité également. L'avantage de la ration ménagère, on l'a vu, plus appétante, permet vraiment d'aller avec différents curseurs et bien choisir les quantités de nutriments en aliments industriels ou subissez la formulation décidée par l'industriel. Là, vraiment, on va pouvoir bien, faire varier ces curseurs pour chacun de nos patients à chacun de ces stades physiologiques et pathologiques. Mais l'aliment industriel, il est complet et équilibré. Ils ne pourront pas nous enlever la partie micronutriments. Donc, ils prennent le package au global. Et puis, il permet effectivement de distribuer en libre service chez le chat, ce qui correspond mieux à son comportement alimentaire. Comment on va calculer cette ration ménagère en 3 clics? Alors, je vous l'ai fait en 3 clics en une slide. Autant vous dire que c'est très rapide, mais n'hésitez pas, en fonction de vos besoins ou si vous avez déjà l'expérience de faire des rations ménagères, je pourrais répondre à vos différentes questions. La première chose pour faire une prescription en nutrition, vous êtes obligé d'avoir le poids cible ou poids idéal de votre patient. C'est-à-dire avoir fait une évaluation nutritionnelle qui vous permet d'évaluer sa masse grasse et sa masse maigre. À partir de ce poids cible, en nutrition, on fait tous les calculs nutritionnels, sauf en hospitalisation. Sur le poids idéal, on va pouvoir calculer ce besoin énergétique d'entretien, auquel on rajoute les différents coefficients que vous connaissez bien, qui vont permettre de moduler ce besoin énergétique d'entretien pour obtenir le besoin énergétique. Soit ce besoin augmente parce que mon animal est en croissance, parce qu'il est malade, parce que ma femelle est gestante, soit ce besoin énergétique va diminuer parce que mon animal est en surpoids, sédentaire, castré. On a plutôt ce type de cas-là. Un petit bémol, la nutrition, je suis la première à l'avoir fait pour être consacrée à la nutrition parce que je trouvais ça très scientifique et mathématique. Alors, désolé de vous décevoir, mais la nutrition, c'est tout sauf scientifique et mathématique. C'est beaucoup de l'expérience. Donc, avec ces fameux coefficients, pas de stress, il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez choisir un coefficient pas adapté. De toute façon, la nutrition, ça s'évalue dans le suivi. Donc, il faudra les revoir et puis vous pourrez réadapter ce besoin énergétique si toutefois vous l'aviez surévalué ou sous-évalué. Pas d'inquiétude. Une fois qu'on a cette quantité de calories à apporter par jour, eh bien, on va aller déterminer la quantité de protéines à apporter pour notre patient, sa quantité en acides gras essentiels, son besoin en fibres, et puis, une fois qu'on a tous ces besoins essentiels qui sont couverts en apportant X, Y et Z calories, eh bien, on déterminera la quantité de glucides à apporter. Si vous avez un besoin énergétique trop faible, parce que votre animal, c'est un labrador castré, sédentaire et déjà obèse, et bien finalement, une fois que vous avez couvert le besoin en protéines, en acides gras essentiels, en fibres, eh bien il ne vous reste plus de calories à apporter par les glucides et on proposera donc une alimentation sans glucides. Vous pouvez utiliser les différents logiciels d'outils qui vous permettent de calculer tout ça. On peut aussi, et je trouve ça très important de les maîtriser quand même à la main pour avoir un regard critique, positif sur les différents logiciels qu'on puisse vous proposer. Mais on aura peut-être l'occasion ensemble d'en discuter ultérieurement sur des TP de calcul de ration ménagère. Dans cette ration, qu'est-ce qu'on y met?
Eh bien, une source de protéines animales, bien évidemment, une source de lipides et d'acides gras essentiels, une source de fibres, plus ou moins, une source de glucides, plus ou moins, mais toujours un complément minéral vitaminé. Alors, parlons de ces besoins en protéines. Rapidement, vous avez différentes possibilités d'utiliser. Je vous ai mis à peu près les deux principaux qui existent, hein. Ces données de la FEDIAF qui sont des quantités minimales de protéines à apporter en fonction du besoin énergétique et du stade physiologique. D'accord. Mais vous avez également cette notion de RPC, que vous avez déjà passé plein de fois, qui ont été établies plutôt dans le cadre de cette ration ménagère. Donc, vous pouvez l'utiliser l'un ou l'autre, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est très important en nutrition, c'est la réévaluation de votre patient. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important d'évaluer cette masse maigre et de s'assurer qu'il y a une bonne couverture de ses besoins protéiques. Chez le chien, on aura tendance à couvrir entre 80 à 100% du besoin protéique par des protéines animales. Vous avez deux grands types de protéines, des protéines animales et des protéines végétales. Leur différence principale, c'est que ces protéines animales sont riches en phosphore d'origine animale, quand les protéines végétales sont riches en phosphore d'origine végétale, avec une biodisponibilité différente entre les deux. Les protéines végétales vont plutôt avoir un côté acidifiant, mais elles auront une représentation en acides aminés essentiels plus intéressante que les protéines végétales et plutôt une bonne digestibilité. Cette digestibilité, elle dépend aussi beaucoup de la qualité. Concernant les protéines végétales, on sait que le profil d'acide aminé n'est pas complet et en général, pour couvrir les besoins en acides aminés essentiels, on sera obligé d'associer des légumineuses et des céréales. Mais vous voyez ici que finalement, le soja est plus riche en protéines végétales que ce que peut être, par exemple, la viande de bœuf. D'accord. Donc, en aliment industriel, c'est beaucoup utilisé, la protéine végétale. En aliment ménager, attention, parce que ça va nous faire aussi augmenter le volume de notre ration, ça va aussi en parallèle apporter des glucides. Donc, il faudra toujours se poser la question en amont, quels sont les besoins de mon patient et comment finalement je vais arriver à couvrir ces besoins avec les différents ingrédients mis à ma disposition. Là encore, cette digestibilité de l'aliment, elle dépend beaucoup de la digestibilité des protéines. Alors, je vous ai fait un petit tableau. Souvenez-vous que cet œuf entier est la source de protéines animales qui a la meilleure valeur biologique, donc qui a la meilleure représentation des différents acides aminés essentiels. Et en plus, c'est celle qui a la meilleure digestibilité, bien que les œufs soient relativement peu utilisés dans le pet food aujourd'hui. Et un aliment qui serait très digestif, c'est un aliment à faible résidu, sauf si vous avez choisi de faire un aliment riche en fibres. Dans ce cas-là, vous aurez un volume de sel augmenté. Et ça, vous pourrez effectivement prévenir le propriétaire en amont. Donc, évaluer la digestibilité de notre ration ménagère, elle va revenir à évaluer aussi la digestibilité de la quantité de protéines utilisées et de surtout leur origine et leur qualité. Alors, poids cru, poids cuit, là, c'est très important de bien noter sur votre prescription parce que là, on perd la moitié des clients qui n'ont pas compris ce que vous leur avez dit verbalement. Moi, je sais que je leur dis, mais il faut l'écrire, il faut tout écrire comme une ordonnance médicale. Donc, tout va dépendre de la source de protéines. Si vous avez une source de protéines qui a été préalablement congelée, qui a priori est peu source de contamination bactérienne et parasitaire, oui, pourquoi pas. Et si l'animal préfère du cru, oui, pourquoi pas. Pour tous les autres cas, il est plutôt recommandé de cuire cette viande à cœur, donc 70 degrés à cœur, pour pouvoir s'affranchir de cette contamination bactérienne, éventuellement parasitaire. L'objectif, c'est bien sûr de limiter les contaminations à l'animal et éventuellement aux propriétaires pour tous ceux qui seraient immunodéprimés. Donc, c'est là où, du coup, on se sépare un peu de l'option BARF, ou l'option ration ménagère crue, parce que c'est pas très sexy, ration ménagère. Il faut revoir le marketing, je pense. Donc, les propriétaires, ils sont plus enclins au BARF, qui n'est qu'une sorte, parmi tant d'autres, de ration ménagère. Donc là encore, posez-leur la question, où est-ce qu'ils s'approvisionnent, comment ils font, comment ils stockent, etc., etc. Ces contaminations ne sont pas forcément le lot de tous les types d'aliments. Et s'ils achètent de la viande chez le boucher, que ce soit même du poulet, a priori, pas de contamination. N'oubliez pas au jet ski avec la viande de porc, qui est peut-être une viande facilement utilisée parce qu'à moindre coût.
Deuxième besoin essentiel, c'est le besoin en lipides et en acides gras essentiels qui représente à minima 5% du besoin énergétique d'entretien. Je vous rappelle là aussi que ces besoins protéiques et d'acides gras essentiels se calculent sur le besoin énergétique d'entretien et non pas sur le besoin énergétique, celui avec les coefficients. C'est pas parce que votre labrador est castré, sédentaire et obèse qu'il a besoin de moins de protéines et de moins de lipides. Il a toujours le même besoin protéique et lipidique essentiel, mais besoin au global de moins de calories. D'accord ? Dans les acides gras, on va avoir deux grandes familles, les graisses saturées, donc c'est tout ce qui fige à température ambiante, sein doux, beurre, margarine, huile de coco, et les acides gras polyinsaturés, les acides gras insaturés, les monoinsaturés, dont les oméga 9, c'est l'huile d'olive, ou les polyinsaturés qu'on va retrouver préférentiellement dans les huiles végétales, qui sont riches en oméga 6 principalement, oméga 6 qu'on retrouve également dans les graisses animales, et en oméga 3, qui font également partie des acides gras dits essentiels. Oméga 3 d'origine végétale, l'acide alpha-linolénique, ou oméga 3 d'origine animale, présent dans les huiles de poisson sauvages, qui sont riches en EPA, DHA. Donc je précise, huile de poisson sauvage, puisque finalement le saumon concentre dans ses tissus de l'EPA et du DHA qui a été produit par les algues, mangé par le krill, mangé par les petits poissons et mangé par les saumons. Si vous avez du poisson d'élevage, globalement, vous avez peu de chance, moins de chance, que leurs tissus sont concentrés en EPA, DHA. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise l'huile de colza puisqu'on a tout un tas d'huiles? Alors là aussi, parce que nos propriétaires ont des chiens d'exception, ils vont aller nous chercher des huiles pas possibles. Eh bien, je vous ai mis ici, en comparaison les différents ratios. Vous voyez que l'huile de tournesol est excessivement riche en oméga 6 et les oméga 6, c'est plutôt des molécules pro-inflammatoires, quand les oméga 3 sont plutôt des précurseurs de molécules pro-anti-inflammatoires. Donc l'huile de soja, huile de tournesol, pas très intéressant. Soja, ils ont moins dans les placards, mais l'huile de tournesol, nutritionnellement, elle n'est pas très intéressante. L'huile de lin, très intéressante, beaucoup plus riche en oméga 3. Alors ça va si on n'a pas à nourrir un Rottweiler, parce que l'huile de lin, ça coûte cher, et l'huile de lin, c'est très herbeux au goût. Autant vous dire que ça ne va pas passer chez le Yorkshire. Donc, on a tendance à privilégier l'huile de colza, qui a un bon rapport oméga 6, oméga 3, un bon rapport qualité-prix. C'est pour ça qu'on choisit l'huile de colza. On continue avec la source de glucides. Dans la source de glucides, quand les animaux en ont besoin, on a différentes sources de glucides complexes métabolisables qui contiennent donc de l'amidon, avec la même valeur énergétique brute que les protéines. On va donc retrouver les céréales, les légumineuses et les tubercules. Ce sont différentes sources de glucides qui apportent toujours de l'amidon, qui est toujours la même molécule, qui apporte toujours la même quantité d'énergie. Ça, c'est pour nos petits détracteurs des aliments sans céréales. Alors, l'avantage de la ration ménagère, c'est que si le propriétaire est convaincu, sans justification, de l'intérêt d'une alimentation sans céréales pour son animal, eh bien, vous pouvez lui proposer une ration ménagère sans céréales. D'accord ? Il y a des fois des sujets où c'est pas la peine de se bagarrer et de perdre l'énergie qu'on n'a pas toujours en fin de journée. Donc, il veut un aliment sans céréales, et bien la ration ménagère va vous permettre de lui proposer une alternative avec de la pomme de terre ou de la patate douce, ou éventuellement des légumineuses, des lentilles, du pois chiche, enfin ce que vous voulez. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser à peu près toutes les sources d'ingrédients que l'on souhaite s'il n'y a pas de contre-indication. L'ensemble de ces ingrédients contiennent de l'amidon, mais pas que, contiennent aussi pour certains une quantité de lipides non négligeable. Vous prenez le maïs, c'est une céréale certes, mais qui va contenir une quantité plus importante de lipides que le blé, mais également des protéines végétales, très intéressantes si on cherche à diminuer la quantité de phosphore biodisponible ingéré, également des fibres et de l'eau. Justement, les fibres, eh bien, on va avoir différents types de fibres. Des fibres solubles, des fibres insolubles, qui vont jouer des rôles différents dans l'organisme, tant sur la satiété que sur le transit, que sur la diminution de la digestivité de l'aliment. Souvenez-vous qu'un aliment riche en fibres est un aliment moins digeste, puisque le bol alimentaire avance plus vite, et donc moins d'absorption des nutriments au niveau digestif, de l'ensemble des nutriments. Donc on va les utiliser préférentiellement chez des animaux en perte de poids, pour diminuer la digestibilité d'un aliment ou des animaux qui répondraient à un régime riche en fibres. La problématique, c'est qu'en ration ménagère, on va un peu subir
eh bien, la teneur en fibres solubles ou insolubles de nos légumes. Carottes, courgettes, haricots verts. Et on n'aura pas la même performance de mesure de ces fibres que sur un aliment industriel. Donc, on va aller jouer progressivement à la fois sur la quantité de légumes, mais aussi sur l'ajout d'aliments complémentaires, en ajoutant soit d'autres fibres insolubles comme du son de blé, soit des fibres solubles non fermentescibles comme le psyllium. D'accord? Donc, on va mettre plus de temps en diététique pour aller équilibrer cette ration pour connaître bien la réponse physiologique, en particulier du tube digestif de notre patient face à la ration que l'on aura proposée. Comment est-ce qu'on va choisir les ingrédients? Je vous ai dit qu'on pouvait presque tout utiliser. Donc, c'est vrai. Euh, alors, parfois, les propriétaires souhaitent avoir plein d'ingrédients, parce qu'il y a des gens qui ont du temps à allouer à la préparation des repas de leurs animaux. L'objectif, après avoir ciblé l'enquête alimentaire, savoir quelles sont les habitudes de l'animal, cibler les demandes du propriétaire, réaliser votre examen clinique et votre évaluation nutritionnelle. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, on va pouvoir en tenir compte, et il faudra en tenir compte pour votre prescription et l'établissement de votre ration ménagère. Donc, j'ai un petit York qui ne veut rien manger, c'est la comédie. Là, je vais peut-être aller chercher des ingrédients un peu plus appétants. J'ai un Labrador qui est mort de faim, qui mangerait la gamelle et la main de son propriétaire en même temps. Je vais aller chercher des ingrédients moins caloriques et plus volumineux pour augmenter ce volume alimentaire. En fonction des besoins nutritionnels, j'ai besoin de beaucoup de calories dans ma ration. Je vais peut-être pas choisir le poulet qui est une viande maigre. Je vais peut-être pouvoir plutôt choisir, j'en sais rien, moi, le bœuf ou du porc relativement gras pour apporter beaucoup de calories. En fonction des caractéristiques des aliments, leur teneur en protéines, leur teneur en matières grasses, le coût des matières premières. Alors, c'est sûr qu'il y a des fois, ils veulent du saumon pour le berger allemand qui a des problèmes de peau. Pas de problème, mais ça coûte cher. Donc, même si vous dites au départ oui, oui, pas de problème, au final, ils vont vous en mettre 2 fois moins et l'animal n'aura pas la couverture de ces acides aminés essentiels. Et puis, de différentes sensibilités digestives. Ils voulaient lui donner du brocoli, ils ont testé le brocoli, ça passe pas. Eh bien, on arrête et on choisit un autre légume. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la peine d'aller faire des trucs hyper exotiques. L'objectif, c'est que ça s'inscrive dans le temps, jusqu'à la prochaine réévaluation de la ration alimentaire. Donc, le truc improbable, le truc difficile à obtenir, le truc l'aliment qui est pas constant, etc., c'est pas la peine. C'est pas la peine de vouloir mettre du fromage blanc, de la viande, des œufs à chaque ration. Moi, je suis plutôt pour moins d'ingrédients, quelque chose de simple, qui soit facilement reproductible pour les propriétaires. Dites-vous aussi qu'ils ont des fois, monsieur au départ, que ça à faire. Les aléas de la vie, les vacances, la maladie, etc., font que cette ration, elle sera mise à mal si la personne qui avait l'habitude de la préparer, n'est plus disponible. On peut préférer les légumes congelés aux légumes frais, ça permet d'avoir une meilleure stabilité. L'animal ne mange que des courgettes et n'est stable que sous courgettes. 3/4 de l'année, en France, on n'a pas de courgettes. Donc, les aliments congelés sont intéressants ou en conserve si vous n'avez pas de restriction en sodium particulière. Et puis, toujours, on réévalue sans arrêt dès qu'on revoit nos patients. C'est aussi l'occasion, à chaque fois qu'ils reviennent chercher leur CMV à l'accueil, je ne sais pas si on a des assistantes aujourd'hui avec nous, de sensibiliser les assistantes aussi sur le fait de poser des questions de comment ça va chaque fois qu'ils viennent racheter leur CMV. Les micronutriments, le principe du BARF, c'était ça, reproduire une proie en entier avec calcium dans l'os, protéines, phosphore dans la viande, et puis dans ces fameux abats, retrouver l'ensemble de ces oligo-éléments. Alors, la complexité de l'alimentation type BARF, c'est que c'est difficile de couvrir de manière certaine, sans excès et sans carence, l'ensemble de ces oligo-éléments, qui sont indispensables au bon fonctionnement cellulaire. Je vous reprends le magnésium indispensable à la contraction de la fibre musculaire. J'ai eu comme patient un chien sous BARF, un chien de sport, qui avait des difficultés à se mettre en mouvement et qui n'a résolu l'ensemble de ses problèmes locomoteurs à l'intégration du CMV après avoir eu un bilan radio, AINS, ostéopathe et tout ce que vous voulez. Donc, si on ne donne pas tous les outils et les briques nécessaires à l'ensemble de nos cellules de l'organisme pour bien fonctionner, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas très bien. Et la problématique en nutrition, c'est qu'on n'a pas d'examen complémentaire pour mettre en évidence ces carences. Donc, on est obligé de se dire,
je suis sûre que l'animal couvre ses besoins nutritionnels. Il reste des signes cliniques, c'est qu'effectivement, il y a un côté pathologique et dans ce cas-là, on médicalise. Votre chien qui présente une T4 un peu basse, avec des symptômes d'hypothyroïdie, mais qui, dans l'enquête alimentaire, mange une alimentation sans iode, dites-vous bien qu'il ne pourra jamais faire de la T4 à partir de la T3 si on ne lui donne pas d'iode à disposition dans son alimentation. Donc vraiment, ces oligo-éléments sont indispensables, tout comme bien sûr les vitamines. Alors, attention, parce qu'on a de plus en plus, je trouve, j'entends de plus en plus, ces risques d'intoxication à l'huile de foie de morue, très riche en vitamine D, où les gens vont bricoler en essayant de rajouter des trucs de la levure de bière. Donc, je vous rappelle, levure de bière riche en vitamine du groupe B. Alors là, pour le coup, pas de risque toxique. Cependant, il n'y a aucun intérêt à aller rajouter des vitamines en excès, éventuellement pas en avoir certaines autres, d'accord? Donc, là encore, bien sensibiliser, toujours en prenant des exemples simples qui correspondent aux patients que vous avez en consultation pour sensibiliser le propriétaire sur l'importance de ces différents micronutriments. Alors, j'aurais tendance à dire, pour faire simple, puisqu'on a vu que équilibrer avec des abats sur une ration barbe, c'était complexe, eh bien, vous avez aujourd'hui un choix plus large de CMB que vous allez pouvoir utiliser pour ces différents patients. N'oubliez pas, alors, vous pourrez nous partager votre expérience en nutrition. Hein. Il y en a sans doute qui en font déjà beaucoup, d'autres pas du tout, et puis d'autres qui balbutient un peu entre les deux. Alors, on peut faire des choses très précises en nutrition, et puis on peut faire surtout un peu plus que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Donc, on peut calculer des choses très précises, mais on peut aussi se dire, Madame Michu, elle fait poulet, riz, haricots verts, un tiers depuis 10 ans. Et là, quand même, on se dit qu'il doit forcément y avoir une carence en micronutriments depuis tout ce temps. Eh bien, je propose un CMB. Même si la ration n'est pas super bien calculée, sur Osalim, hein, vous avez la dose pour le grammage en protéines animales. Donc, voilà, donnez déjà le dosage. C'est peut-être pas excessivement bien précis, mais ça va vous permettre d'équilibrer toutes ces rations qui ne le sont pas du tout. Donc, ça, c'est important. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, je vous ai partagé l'ensemble de mes petits patients qui venaient à la consultation avec des symptômes qui ressemblaient à pas grand-chose. Dès l'instant où l'animal ne couvre pas ses besoins nutritionnels, il repart pas de ma consultation avec un médicament. C'est pas les médicaments, ni les uns ni les autres, ni encore moins les antibiotiques sur la diarrhée ou j'en sais rien moi, un, je pense à la cardio, bref, qui va vous permettre de combler ces carences nutritionnelles finalement invisibles et non diagnosticables. Donc si c'est complètement déconnant, que ce soit sur une ration ménagère déséquilibrée ou un aliment industriel, vous savez, en paquet blanc sans étiquette, rééquilibrer l'alimentation et si vous avez des signes cliniques qui persistent, dans ce cas-là, allez chercher un petit peu plus loin. Et de la dermato qui ressemble à rien, des croûtes, des squames, des trucs un peu bizarres. Là, vous avez Magellan, là, ce fameux berger hollandais de sport. Ça vaut quand même le coup quand on n'est pas dans l'urgence d'aller rééquilibrer l'alimentation. Au moins, vous êtes sûr que ce n'était pas ça la source de vos problématiques. L'objectif, c'était d'aller un petit peu plus loin que la physio et de pouvoir finalement vous présenter quelques cas dans ces différentes disciplines de la médecine interne et d'illustrer ces cas pathologiques pour lesquels la ration ménagère a un intérêt clinique pour notre patient. Alors, je vous propose Maya. C'est rigolo parce que Maya, c'est la chienne d'une assistante vétérinaire, type berger de 6 ans, femelle stérilisée qui vivait en appart, puis qui est allée vivre en maison, et qui vit avec un autre chien et elle boite. Alors, la jeune propriétaire, elle sait bien pourquoi elle boite, parce que Maya, elle a pris 6 ou 7 kilos depuis qu'ils l'ont, et donc elle a bien corrélé ça. Alors, la chienne était sous une alimentation déjà de régime, mais pour lequel c'était pas suffisant, manifestement. Elle avait déjà l'habitude de ne pas lui donner de friandises, mais Maya, elle fait 27 kilos avec une note d'état corporel de 8 sur 9 et une masse maigre qui était normale. Alors, vous pourrez reprendre ça, tout ça, parce que je vous laisserai bien sûr la présentation à tête reposée pour les différents calculs, mais poids idéal, Maya elle a une note de 8 sur 9, c'est-à-dire qu'elle a 30% de surpoids par rapport à sa note d'état corporel de 5 sur 9. Donc, pour extrapoler un poids idéal, on divise le poids d'aujourd'hui par 1,3, parce qu'aujourd'hui, elle représente 130% de son poids idéal. Ça fait à peu près un poids à 20 kg. Tous ces calculs, gardez-les pour vous par expérience, parce qu'en l'occurrence, là, quand on communique trop, je peux raconter l'histoire,
ça va perturber le propriétaire. Le besoin énergétique d'entretien, c'est une fameuse formule. Alors, on a plein de formules, chacun sa formule, on s'en fiche, puisque ça saurait si le métabolisme de tous les chiens suivait une formule mathématique. Donc non, ce que je disais tout à l'heure, la nutrition, c'est des maths comme ça, juste pour faire semblant. Et dans la vraie vie, c'est pas ça. Donc dites aux propriétaires, moi je leur dis toujours, la première ration, elle est fausse. Surévaluée, sous-évaluée, j'en sais rien. Mais sans doute que je me trompe, et c'est pour ça qu'on se reverra dans un mois. Donc globalement, elle a besoin de 160 kilocalories pour un chien de 20 kilos, mais elle est stérilisée, sédentaire en surpoids. Et donc l'ensemble des coefficients que je lui rajoute, ça fait 0,5. Retenez quand ils sont gros, vous mettez directement 0,5. Donc elle ne doit manger plus que 530 kilocalories, ce qui commence à faire pas beaucoup de calories. Donc là, ça fait peur au propriétaire qui va dire, oh là là, mais moi j'ai besoin qu'elle mange beaucoup avant de manger des croquettes, je ne vais pas rien lui donner à manger, elle va être malheureuse quand elle mange et elle va chercher à manger. Tous les arguments, vous les connaissez bien. Ce que je vous invite vraiment à faire, parce que ça permet d'y voir clair et puis surtout de justifier le choix de l'aliment, quel que soit l'aliment avec vos propriétaires, c'est ce que j'appelle la liste des problématiques à prise en charge nutritionnelle. Alors là, je vous l'ai fait succinct. Ici, pour Maya, il nous faut un aliment hypocalorique. Il faut qu'elle perde du poids en tapant dans sa masse graisseuse. C'est comme ça qu'elle va perdre du poids. Donc, il nous faut un aliment pauvre en lipides, pauvre en glucides. Mais il nous faut un aliment qui couvre bien ses besoins en protéines pour que ça n'impacte pas sa masse maigre. Nous, on veut qu'elle perde du gras, on ne veut pas qu'elle perde du muscle. D'accord? Et puis, on va pouvoir ajouter des fibres pour la satiété, si elle en a besoin, dans un labrador. Et puis, si elle tolère bien ces fibres et qu'elle ne fait pas 4 ou 5 selles bouseuses par jour, parce que là, ça ne va pas arranger les propriétaires. Je vous rappelle qu'elle vit en appart, donc eux, ils ramassent les crottes. Ce qui change un peu la donne quand l'animal vit dehors. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer à Maya? Eh bien, une ration ménagère. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un vrai intérêt de retirer les glucides chez ces animaux à faible besoin énergétique en choisissant une viande maigre. Une couverture avec nos acides gras essentiels sur l'huile de colza. Une quantité de légumes, les légumes que vous voulez, mais attention, les petits pois sont des légumineuses, ne sont pas des légumes. Et cette quantité de légumes, on va la faire varier en fonction de l'appétit de Maya et de son score fécal. Et puis, votre quantité d'osalim adaptée, euh, à la quantité de protéines de l'aliment. Résultat, avec sa ration ménagère sans glucides, eh bien Maya a bien perdu du poids. Vous voyez, donc elle avait pris progressivement. Elle l'a perdu finalement assez rapidement, parce que le propriétaire était très engagé. Nous, on fait jouer, sont allés se balader, etc. Pour obtenir un poids, alors là, on n'a pas toute la courbe parce qu'elle a fini à un peu moins de 19, ce qui a beaucoup perturbé le propriétaire qui s'était arrêté dans sa tête à mes fameux 20 kilos calculés théoriquement. Donc, ne communiquez pas trop d'infos parce que des fois, ça les frustre en disant mais elle va disparaître tellement elle maigrit. Donc non, les chiens ne disparaissent pas en phase d'amaigrissement. C'est juste que le calcul mathématique finalement du poids idéal n'était pas le bon. Notre Tina Bulldog français, femelle stérilisée de 5 ans, qui a un lymphome digestif et qui est présentée pour dysorexie. Preuve en est, c'est qu'elle a toujours mangé des croquettes. Et puis là, avec son lymphome, eh bien, elle mange pas trop. Donc les gens rajoutent des restes de table, des petits bouts de viande, des petits bouts de gras, etc. Elle a perdu du poids, donc ce qui justifie d'autant plus de lui donner un peu plus à manger, avec une note d'état corporel à 4 sur 9. Et elle a déjà commencé de perdre sa masse maigre en lien avec cette problématique catabolique du phénomène tumoral. Donc là, comme elle est plus maigre et qu'elle a perdu 10% de masse graisseuse et un peu de masse musculaire, eh bien là, on va majorer son poids actuel de 10% pour obtenir son poids idéal théorique. Alors ce poids idéal, vous pouvez aussi l'utiliser si c'est un patient que vous connaissez depuis toujours, le poids qui faisait stable jeune adulte avant d'être stérilisé, si c'est le cas. Et ici, j'ai rajouté un coef 0,8 de stérilisé et un coef 1,3 en cancéro, mais vous pouvez utiliser 1,5 ou jusqu'à 2, le coefficient le K4 pathologique. Attention, quand vous utilisez des coefficients trop importants, ça va augmenter certes le besoin énergétique, mais donc le volume de l'aliment. Donc sur un animal dysorexique, dites-vous bien qu'il ne va pas manger 2 fois la quantité d'aliments qu'il est censé manger quand tout va bien. Ici, dans la liste des problématiques à prise en charge nutritionnelle, on doit lutter contre la cachexie, donc perte de masse grasse, perte de masse maigre, en utilisant un aliment hyper digestible. Et on se posera la question des fibres, pas de fibres, parce qu'on sait aussi que ce microbiote intestinal, il est perturbé à la fois par le phénomène tumoral
et également eh bien, par les traitements adjuvants, en particulier les chimiothérapies. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer? Eh bien là, on veut beaucoup de calories. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on utilise? On veut beaucoup de calories et beaucoup de protéines. Je vous ai mis des rations, un exemple, hein. Il y a plein de manières différentes de faire. Ici, on retiendra une source de protéines animales riches en lipides, donc le saumon, je vous ai pris, du fromage blanc. La teneur en fibres, elle va dépendre beaucoup de l'appétit et du transit. D'accord? Donc celle-ci, elle sera modulable. Votre huile de colza et votre osalim, ici, physio. En fonction des différents troubles digestifs, on aura aussi la possibilité, pourquoi pas, d'utiliser l'osalim digeste, qui a la même formulation de base que l'osalim physio, mais supplémentée en argile et en prébiotiques pour la fonction digestive. En dermato, je vous propose Siana, qui est une berger allemande de 12 ans, femelle non stérilisée, qui vit en maison seule et qui mange un aliment industriel de grande surface. Aujourd'hui, donc, elle mange des croquettes de grande surface plus du riz, qui peut expliquer le surpoids non négligeable, et de multiples friandises. Dans l'évaluation nutritionnelle, elle fait aujourd'hui 48 kg avec une note d'état corporel de 8/9, une masse maigre normale. Dans ses besoins nutritionnels, alors elle aussi, elle fait 130% aujourd'hui de son poids idéal, qui nous fera un poids idéal à peu près à 37 kg, avec du coup un coefficient global de 0,5. Je vous rappelle qu'on ne peut pas aller en dessous d'un coef de 0,5. Donc, à minima, on divise par deux, enfin au maximum, on divise par deux le besoin énergétique d'entretien. Ici, la problématique, c'est avec ces problèmes de dermatose, hein, on n'a pas forcément ici un diagnostic d'atopie ou d'intolérance alimentaire avérée, eh bien, on va chercher un aliment hypocalorique pour la prise en charge du surpoids et un aliment à protéines naïves et glucides naïfs. C'est plus complexe aujourd'hui, hein, le gold standard, je vous rappelle que c'est l'utilisation d'un aliment à protéines hydrolysées, super hydrolysées, pour le diagnostic de l'intolérance alimentaire à manifestation digestive ou cutanée. Sur de la ration ménagère, on va être plutôt dans la philosophie d'utiliser des protéines et des glucides naïfs, comme certains aliments industriels. Ici, ici, cette chienne, on lui propose une ration ménagère. L'idée, c'est d'aller chercher une protéine naïve. Je vous propose ici un poisson blanc que l'on retrouve assez peu dans les aliments industriels parce que c'est un gros chien. Je ne fais volontairement pas une ration à base d'œufs, qui est vraiment, dans mon expérience et dans le choix de la ration ménagère, finalement le gold standard pour l'exploration de ces intolérances alimentaires. Ça marche plutôt très bien, sauf que sur un gros chien, ça a des quantités d'œufs astronomiques, donc c'est peu utilisable. Quinoa, parce que c'est un glucide qu'on retrouve assez peu également dans l'aliment industriel. Une petite quantité de quinoa, parce que ça apporte du glucide et on a besoin de gérer le surpoids. Des légumes verts avec une quantité là aussi variable, de l'huile de colza pour la couverture en acides gras essentiels et notre osalim skin qui va nous permettre d'apporter des vitamines, du zinc et donc de l'ensemble des vitamines A et B pour soutenir cette fonction cutanée. Si vous avez bien noté, Siana, elle a 12 ans, donc on est censé utiliser l'osalim senior. Alors vous allez me dire parce que vous avez eu l'osalim senior, par contre, n'est pas hypoallergénique comme l'ensemble des autres, l'ensemble de la gamme osalim. Donc dans un premier temps, bien qu'elle soit âgée, je vous invite à utiliser l'osalim skin pour voir quelle est la réponse clinique. Si la réponse clinique n'est pas satisfaisante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intolérance alimentaire a priori, on peut du coup réutiliser notre osalim senior, puisque finalement, le fait qu'il ne soit pas hypoallergénique ne pose pas de problème, puisqu'on a exclu l'hypothèse d'intolérance alimentaire pour ce cas. Alfred a un braque mâle de 3 ans qui est suivi, qui est souvent à la clinique parce qu'il fait des obstructions de corps étranger, des intoxications, et il présente des troubles digestifs de type colite. Donc ce chien a déjà été mis sous croquette hyperdigestive, mais lui, il est maigre. Il ne fait que 25 kg avec une note d'état corporel de 3/9 et une masse maigre de 3/4.
toujours nos mêmes petits calculs. Donc lui, on majore ses besoins énergétiques de 20% aujourd'hui, parce que vous voyez, quand on fait nos photos de face et profil, alors qu'on voit les côtes, ça c'est plutôt bien. Par contre, qu'on voit les apophyses vertébrales, ça c'est beaucoup moins bien. Ça veut dire qu'effectivement, on a une perte de masse maigre de part et d'autre de la colonne vertébrale. Ici, nous, on va avoir besoin du coup de lui rapporter des calories à ce chien. Sans doute que ce chien, il mange des calories, consomme des calories de manière excessive, parce que entre les troubles de colite qui sont en lien avec une dysbiose intestinale et ce chien qui va manger plein de corps étrangers a eu par ailleurs un diagnostic d'hyperactivité, donc un trouble du comportement qui avait un impact à la fois sur sa note d'état corporel, puisque du coup c'était un chien hyperactif, donc il brûlait des calories plus que ce qu'il en mangeait, mais également ces troubles du comportement qui sont à l'origine, dans certains cas, dans de nombreux cas, de ces dysbioses intestinales. D'accord. Donc la prise en charge finalement globale, c'est avant tout la prise en charge comportementale avant d'aller prendre en charge l'aspect digestif. Donc ici, il nous faut une ration très calorique. Donc on y va, on choisit une protéine animale grasse, on y met des glucides, des fibres. Eh bien, la colite a plutôt tendance à répondre à un régime riche en fibres, d'accord. Mais au-delà de la fibre insoluble, on va plutôt jouer sur nos fameux prébiotiques et sur le psyllium pour à la fois texturer les selles avec le psyllium et à la fois apporter des sources de fibres solubles pour optimiser et rééquilibrer cette flore digestive. Donc, d'où l'utilisation, effectivement, ici de l'Osalim Digest. Alors, vous allez me dire, oui, mais Maud, il n'y a pas tout. Alors, il n'y a pas tout parce que c'est pas possible de tout mettre dans le même. Moi aussi, j'aurais bien aimé qu'on puisse tout mettre, mais c'est pas possible de tout mettre. Il a fallu donc faire des choix, et vous avez toujours la possibilité de rajouter à ce CMV finalement plus, eh bien, les aliments complémentaires que vous utilisiez déjà avant. D'accord, hein, ça peut pas être le super CMV qui remplace tous les autres aliments complémentaires qu'on pourra utiliser en gastro-entéraux, puisqu'en plus, eh bien, ils sont différents et ça dépend toujours du cas. Vous allez, oui ou non, rajouter d'autres aliments complémentaires. La cardio, avec ce petit cavalier Kinshall, entier, qui est au stade C de sa maladie valvulaire dégénérative mitrale et qui commence à présenter de l'anorexie. Lui, il mange des croquettes de grande surface et en plus, il prend du saucisson pour aider à avaler ces différents traitements thérapeutiques en cardio. Vraiment poser la question à l'enquête alimentaire, elle est précieuse. Donc, parce que derrière, vous allez vous dire, bah, tiens, au stade C, hein, je vous rappelle qu'il faut un aliment calorique hyposodé. C'est dommage d'aller donner un aliment hyposodé quand vous savez que le chien mange 3 fois par jour du saucisson, pour le coup, très riche en sodium. Donc là, on lui proposera autre chose pour l'observance des traitements. Donc ce chien a aussi déjà perdu un peu du poids. Et donc l'objectif dans ce cas-là, eh bien, ça va être encore une fois de lutter contre la cachexie, donc améliorer l'ingéré alimentaire en apportant un aliment hyper digestible, plus calorique, d'accord, et puis pauvre en sodium. Donc, vous avez le choix d'aliments industriels, mais parfois, ce qu'on a vu tout à l'heure, sur l'appétence, eh bien, ça peut être plus intéressant de se tourner vers notre ration ménagère. Pour ce petit chien âgé, où il nous faut une alimentation hyper calorique, bah, là encore, on va aller choisir une viande à 10% de matière grasse, bœuf ou porc, du riz, des légumes que vous pourrez enlever complètement. Alors l'autre possibilité, quand on va enlever complètement les fibres par les légumes, on peut aller choisir du coup du riz complet, puisqu'on garde le tégument de la graine, qui sont des fibres insolubles. Donc ça va beaucoup dépendre du transit et de l'appétit. L'idée, c'est que s'il ne mange pas l'intégralité de sa ration ménagère, et bien, du coup, on enlève les légumes pour qu'il mange l'intégralité de ses besoins essentiels en protéines et en acides gras. On pourra supplémenter en EPA et DHA en plus, et puis l'équilibre avec notre Osalim senior. Cette petite Lola, chienne non stérilisée de 2 ans, qui est diagnostiquée d'une dysplasie microvasculaire, et donc, comme elle n'est non opérable, il va falloir gérer nutritionnellement et médicalement pour la prévention de ces urates d'ammonium pour lesquels elle est prédisposée. Donc, comme tous les York, elle ne mange pas de croquettes, et donc, comme tous les York, Madame Michu avait décidé de lui faire à manger elle-même, parce que du coup, elle adore manger plein de poulet. Cette petite chienne, elle est à peine à son poids idéal, elle aussi, un poids idéal que l'on aura calculé à 2,750 kg, et pour lequel, dans la prévention des urates d'ammonium, on va avoir comme problématique d'apporter un aliment pauvre en purine,
Donc on évitera préférentiellement, hein, mais de la purine, il y en a dans toutes les protéines animales et on est obligé de couvrir son besoin. On évitera les viandes, les abats en privilégiant les œufs et le fromage. Attention, le fromage, c'est 90% d'eau, hein. Donc très peu de nutriments finalement, si ce n'est donner des très grandes quantités de fromage, c'est pas recommandé. Dans tous les cas de lithiase urinaire, là, quelle que soit la matière de votre lithiase, chien comme chat, c'est 100% d'alimentation humide. L'objectif, baisser la densité urinaire, favoriser l'émission et donc éliminer ces petits cristaux avant qu'ils s'agglomèrent en calcul. Donc une alimentation 100% humide, elle mangeait de génération ménagère, donc on poursuit cette prescription en rééquilibrant cette ration ménagère qui était bien sûr sans CMV. L'objectif également sur les urates d'ammonium, c'est le maintien d'un pH alcalin. Et donc dans ce cas-là, pour cette petite chienne, pour le coup qui est plus petit gabarit, on va lui proposer une ration à base d'œufs cuits, de pommes de terre. Là encore, quand vous utilisez les pommes de terre, si vous laissez la peau, vous pouvez vous affranchir des légumes. Donc ça, les légumes, ça dépend vraiment du score fécal et de l'appétit. D'accord? Notre huile de colza et notre rosaline physio pour équilibrer tout ça. Dernier cas, parce qu'on n'y pense pas toujours, c'est en euros. Il y a bien évidemment la nutrition, il y a une prescription à faire, quelle que soit la problématique pathologique. Donc, même en euros et sur de l'épilepsie, ça c'est un super cas, Aiko, un super cas. Berger australien mal castré qui présente de l'épilepsie et qui a des grosses phases de status épilepticus sur 3 jours de manière assez régulière. Donc, vous voyez, ils l'ont du coup complètement assommé de molécules anti-épileptiques pour lesquelles ça fonctionne d'ailleurs pas forcément beaucoup. Bref, il mange des croquettes et lui, il est obèse. Il est obèse pourquoi? Parce qu'ils l'ont stérilisé. Et puis parce que ces médicaments sur la gestion de l'épilepsie ont pour objectif de baisser la vigilance du chien qui ne fait donc rien, qui devient ultra sédentaire. Et donc, on va avoir à prendre en charge à la fois les besoins nutritionnels sur la neuro, mais également sur le surpoids pour ce chien. Donc lui aussi, on divise son besoin énergétique par 2. Et on va avoir à prendre en charge à la fois son surpoids avec un aliment toujours pareil. Hein. Je vous ai fait une faute, pardon, je vous le noterai. Anti-épileptique, pas antiseptique. Prévention du surpoids et puis ses teneurs augmentées en lipides, puisqu'on part plutôt sur un régime cétogène dans les problèmes neuro. Donc là encore, une ration hypocalorique, riche en protéines, riche en fibres, avec un ajout, là encore, de triglycérides à chaîne moyenne qui est intéressant, et puis toujours notre CMV pour équilibrer la ration. Donc vous l'avez vu, hein, pas de proposition de ration ménagère quand il n'aime pas ses croquettes, mais on poursuit la recherche de pathologies sous-jacentes. Oui, une alimentation humide peut favoriser, parce que les morceaux d'aliments restent coincés entre les dents, l'apparition de tartre. Donc, conseiller là aussi une aliment de l'hygiène bucco-dentaire, hein, le brossage de dents étant ce qu'il y a quand même de plus efficace. Oui, ça coûte cher, mais c'est effectivement, ça peut être, si c'est bien choisi, plus qualitatif qu'un aliment industriel. Il est tout à fait possible de faire une ration mixte, alors pour lequel je ne suis pas très fan, parce que je trouve qu'on cumule la complexité à la fois de l'aliment industriel et de la ration ménagère, pour lequel il faut quand même mettre un CMV. Donc, je ne les encourage pas personnellement sur ce type de ration, mais par contre, je leur propose de faire des jours 100% de ménager, des jours 100% d'indus, pour avoir la possibilité de partir aussi en week-end tranquille, ça c'est complètement possible, de repasser ces animaux sous aliments industriels pour la période de vacances. Bon, des petits conseils, trucs et astuces, ça, Émilie vous fera tout passer, ils ont plein d'outils là-dessus. Trucs et astuces pour augmenter aussi l'appétence du CMV sans contre-indication médicale, eh bien on peut mélanger ça à de la compote, du yaourt, du jus de viande. On en reparlera chez le chat, chez lequel des fois c'est plus complexe. La prochaine fois. Je vous ai remis ici la transition alimentaire, comment je passe d'un aliment industriel sec à une ration ménagère. Alors dans ce sens, la transition est souvent hyper rapide, parce que le chien ne veut plus manger de croquettes. Et puis, ces différents modes de conservation que je vous ai remis ici, donc le frigo, congelé, mis sous vide ou en conserve, qui vont permettre effectivement de faciliter l'utilisation sur le long terme de cette ration ménagère pour le propriétaire.
En conclusion, pour aujourd'hui, vous avez vu ces nombreux avantages de cette alimentation humide pour lequel on va pouvoir avoir une formulation personnalisée et adaptée à chacun de nos patients. Seul bémol, s'assurer que le propriétaire choisisse des ingrédients de qualité sans oublier euh, un des ingrédients de la ration et en particulier les sensibiliser toujours et encore sur l'intérêt de la supplémentation en micronutriments avec l'utilisation du CMV. Ah, 14h00, Émilie. Ah non, Je dois... mais Eh, tu es au top mode. rien. Merci beaucoup, Maud. C'était, je pense, de façon unanime, on pourrait dire très concret et les cas cliniques permettent vraiment d'éclairer comment au quotidien on peut utiliser la ration ménagère. Bon, si tu as encore quelques minutes, on a quand même quelques questions sur le chat et je vois qu'il y a encore pas mal de personnes connectées, donc j'imagine que les personnes Ah, attendent leurs réponses. Tu as accès ou tu veux que je te les lise? euh, non, j'ai accès. Bonjour, on est ton niveau preuve sur le lien entre nutrition avec légumineuses et cardiopathie chez les chiens et les chats. Alors, je crois qu'on n'en est plus nulle part, c'est-à-dire que les études ont été arrêtées par manque de preuves et de liens formels entre les deux, parce qu'en plus, ce qui avait été mesuré, c'était dans des aliments industriels secs et pas sur de la ration ménagère. Dans tous les cas, moi je fais assez peu de rations, je vous avoue, avec des légumineuses. Donc l'idée, ce serait pourquoi pas de mixer avec des céréales. Mais ce qui a été mis en évidence, parce qu'il y avait aussi une interaction entre les autres nutriments, c'était sur de l'aliment sec. Donc je n'aurais pas de réponse à donner particulièrement sur la ration ménagère. Ah oui, on avait pas une question. Ben, l'aliment indus sans céréales, non. Euh, donc pas de preuve avérée. Ce qui est sûr, c'est que si vous faites des diagnostics de CMD sur un animal et à l'enquête alimentaire vous leur a dit, ils vous auront dit que c'est un aliment sans céréales, bien sûr, changez l'aliment, faites quand même un dosage de la taurine. Il y a plein de CMD qui ne sont pas non plus d'origine nutritionnelle. Comment on évalue la masse maigre? Lucille, je peux te faire passer l'échelle que vous pouvez retrouver pour la WSAVA, qui est une palpation des muscles squelettiques, fosse temporale, épine scapulaire, charnière thoracolombaire et zone fémorale, que l'on palpe facilement à l'examen clinique, mais qu'on mettra en lumière différemment entre un staffy et un chihuahua, bien évidemment, adapté. Marc qui nous dit pour le cas d'obésité 10 000, ça paraît très bas. Oui, ça paraît très bas parce qu'on est obligé du coup d'apporter le moins possible de lipides, mais dans les 10 millilitres d'huile de colza, ça va nous permettre de couvrir les besoins en acides gras essentiels. Si on a un petit doute et qu'on a un besoin par ailleurs, parce que l'animal présente de l'arthrose, pouvoir ajouter une supplémentation en EPA, DHA, sachant qu'on a déjà aussi des oméga 6 dans la viande, donc on ne devrait pas être carencé en acides gras essentiels. Ceux qui souffrent de pancréatite, proscrire l'huile du régime alimentaire? Eh bien non, parce qu'on est quand même obligé de couvrir les besoins d'acides gras essentiels. Donc dans ce cas-là, alors pareil, hein, les études lipides et pancréatite, on n'a pas grand chose, en particulier chez le chien. Donc l'idée, ça va être de couvrir quand même les besoins en acides gras à minima. Et dans ce cas-là, effectivement, j'utilise de l'EPA et du DHA pour diminuer la quantité d'huile végétale. Les noms des logiciels de calcul, bah, il y en a plein. Alors, comme du coup, je n'ai pas le droit de faire de la publicité pour les logiciels de calcul, je vous laisserai les retrouver, mais vous en avez plein sur le marché. Voilà, s'il y en a d'autres qui veulent répondre à ma place, avec plaisir. Dans le besoin énergétique, les friandises de type mastication. Alors, peau-oreille, autant vous dire que comme c'est que du collagène non digestible, je ne le compte pas en termes de source de calories, puisque du coup, ça ne se digère pas, donc ils n'absorbent pas les calories de ces objets masticatoires. Et attention aussi, quand on disait très longtemps, on tolère jusqu'à 10% du besoin énergétique apporté par calories apportées par les friandises. Petit bémol, parce que les friandises n'ont pas le même profil de nutriments que l'aliment. Donc moi aussi, mes enfants, ils préféraient manger les Kinder Bueno que du Colin haricots verts. Même si c'est la même quantité de calories, c'est pas les mêmes nutriments. D'accord. Donc sur des animaux en surpoids, bien sûr qu'ils ont quand même droit à des friandises, des friandises souvent végétales ou voilà, qui n'apportent pas de calories. Mais l'idée, c'est pas donner moins à manger au moment des repas pour pouvoir manger plus de friandises en dehors des repas. Pourquoi ne pas prendre des matières premières de qualité, donner yaourt, fromage blanc et se passer de CMV? Bah parce que dans le yaourt, fromage blanc, on n'aura pas l'intégralité des micronutriments que l'on va retrouver dans les différentes matières premières au-delà de la qualité. Sinon, ce qui serait intéressant,
Il y en a peu qui le font, hein, c'est le veau feeding, ce que fait le chat quand il chasse et qu'il mange ses souris, hein. Il mange l'intégralité de sa proie qui, elle, est nutritionnellement équilibrée, tant sur les macronutriments que sur les micronutriments. Parce que du coup, la taille du foie, la taille du cerveau, la taille des yeux est proportionnelle à l'ensemble du reste de la proie. Et quand on tente de faire du barf, eh bien, la problématique, c'est quand on met un bout de foie de cochon, un bout de muscle de bœuf, etc., ben, c'est excessivement compliqué, d'autant plus que les teneurs en micronutriments des abats dépendent de l'espèce animale, de l'âge d'abattage et de ce que l'animal a mangé lui-même pendant sa durée de vie. Donc extrêmement difficile d'avoir des valeurs stables, par exemple vitamine D, vitamine A, dans les différents foies, vous avez des valeurs théoriques, mais impossible d'équilibrer ça de manière très précise. Puis je vous rappelle que le fromagement faut en donner une quantité astronomique, donc Et je crois qu'on en a fini avec les questions. Et ben, Maud, merci beaucoup d'avoir été présente, enfin d'avoir répondu présente et d'avoir fait cette première conférence sur les cas cliniques canins. Vous pouvez retrouver Maud le 9 décembre, donc il y a encore des places, n'hésitez pas à vous inscrire. Cette fois-ci, on abordera les cas cliniques félins autour des pathologies les plus courantes digestive, rénale et hépatique. Enfin, je sais plus. Enfin, je sais plus Enfin bon, on va revoir un maximum de cas cliniques. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire sur Osalim, sur Osalia/Osalim-vet. Et là, vous retrouverez le lien pour vous inscrire, mais aussi toutes les informations concernant Osalim et pas mal de vidéos sur des idées reçues ou tout du moins un quiz vrai-faux si vous avez envie de vous tester sur la nutrition et les rations ménagères. Merci à tous. Maud, merci, bon bon courage, après-midi. bonne journée et à très bientôt. Au revoir.